Donc, je ne vais pas directement aller à la conclusion. Je vais d'abord vous montrer un peu le cadre du NIS 2. Je vais démystifier, je pense, un peu le NIS 2. Et je vais aller un peu plus dans comment on fait le déploiement du NIS 2 dans les entités fédérales et aussi le lien avec la sécurité de l'industrie, les effets sur IT, OT, et tout ça en moins d'une demi-heure parce que je vais laisser aussi le temps pour des questions. Donc, le NIS 2, au niveau européen, on en a tous entendu parler. En Belgique, la loi était déjà promue. Donc, elle a pris effet le 18 octobre 2024. Et depuis, on est en train de le mettre en place. Cette mise en place, beaucoup de gens le voient. Si vous voulez les slides, ils sont tous sur le site du CCB, le Centre de la sécurité de Belgique. Ils ont un stand aussi en face du VIP, où il y aurait aussi toute une documentation. Mais je reviendrai sur la partie marketing tout de suite. On ne va pas réinventer la roue avec le NIS 2. Le NIS 2, c'est un cadre légal. Et sans aller trop dans Montesquieu, il ne faut peut-être pas aller seulement dans la lettre de la loi, mais dans l'esprit de la loi. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre qu'on voit une imposition légale? C'est parce que peut-être on devrait faire des choses qu'on aurait dû faire un peu plus tôt. Peut-être parce que les acteurs géopolitiques, criminels, sont en bonne expansion aussi. Donc c'est quelque part un très bon appui pour tous les aspects de sécurité et de sécurisation de l'information. Et l'information au sens large. Je ne suis pas en train de parler de l'IT. L'IT, c'est bien. Et il y a une grande partie de notre communication qui passe par l'IT. Mais n'oubliez surtout pas, quand vous allez dans le déploiement du NIS 2, de penser à toute forme de communication. Ce qui veut dire aussi toute la paperasse. Je sais que dans vos entités, il n'y a plus aucun papier qui traîne. Mais admettons que vous connaissiez une entreprise où il y a des papiers qui traînent. Qui est responsable pour que les papiers soient jetés? Le personnel, les collègues de l'entretien? Est-ce qu'on peut leur donner cette responsabilité ou est-ce qu'il faut former des gens à gérer la documentation papier? La manière de parler dans les couloirs, par exemple dans un hôpital. Sur le dossier patient, il y a déjà une partie éthique, mais c'est de l'information aussi. Donc, toute cette présentation tourne autour de la sécurité de l'information et pas de l'IT. La loi NIS 2 est conçue pour ça. C'est Network and Information Security, NIS 2. Donc, c'est réseaux, oui, et information, pas information des réseaux. Donc, qu'est-ce qui a changé avec le NIS 2? C'est que finalement, la accountability, la responsabilité personnelle, est engagée au niveau de la direction d'une entité. Ça veut dire que le directeur général peut éventuellement, dépendant de comment on l'a écrit dans la loi, parce que c'est une transposition d'une loi européenne, peut terminer en tôle. Bon, si on fait de son mieux et on se fait attaquer, ça ne va pas se faire. Par contre, s'il y a un choix stratégique pour dire, écoute, je prends une assurance, je ne vais pas me sécuriser, là, il y a peut-être des chances qu'il y ait des graves conséquences personnelles pour le directeur de l'entreprise ou pour le board. Ce qui veut dire que, oui, vous allez maintenant avoir de la pression pour sécuriser au niveau NIS 2, parce que c'est le grand chef qui morfle, en bon français. Je suis hollandais, donc si j'utilise des mots un peu trop argot, c'est parce que j'ai regardé des mauvaises séries à la télé. Donc ils sont responsables, les chefs. Donc vous allez avoir, dans les différents rôles, des chefs qui vont vous demander, mais on en est où au niveau de la maturité? Quels sont les risques qu'on va adresser? Parce que toute l'idée du NIS 2 est basée sur le risque. Et vous allez voir sur tous les slides qu'on fait de la compliance through security. Le NIS 2 n'est pas un exercice légal. C'est un exercice de sécurité. Et si on arrive à être au niveau de sécurité attendu comparé au risque que vous avez,
automatiquement, vous êtes compliant. Mais vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous dire « Je vais vous rendre NIS 2 compliant ». La loi n'est pas encore active en France, mais croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de mails des gens qui vont dire « Ah, je vais vous rendre NIS 2 compliant ». Entre nous, c'est impossible. Une entreprise peut vous aider à augmenter votre maturité de sécurité pour être compliant, mais ne peut jamais vous rendre compliant. Ce sera juste le check à travers un audit de sécurité qui va se faire, qui va vous dire « Ok, vous avez le sticker, c'est bon ». Gardez ça bien en tête, parce qu'il y aura tout un hype, comme autour du RGPD, où tout le monde va vous offrir que vous allez bien vous sécuriser. La seule manière de vous sécuriser, c'est que vous connaissiez votre risque et que vous vous protégez au niveau de ce risque. Mais personnellement, je suis très content avec les lourdes circonstances. Conséquences si on fait les mauvais choix. Donc, quelle est l'ambition? Vous êtes déjà probablement à des maturités très élevées. Dans les entités fédérales en Belgique, on en a plus de 85. On n'a pas tous la même maturité. Donc, on aimerait aller à un niveau qui est vraiment lié au risque. Et comme on est dans le fédéral, les informations publiques, c'est des informations quand même très sensibles. Vous voyez ici que je marque NIS, Essential, Important, Basic. C'est les niveaux de sécurité qu'on doit avoir comparé au risque et la valeur de nos données. J'ai ici quelques flyers, vous pouvez les trouver au stand du CCB, parce que nous, on se base sur un système qui s'appelle les Cyber Fundamentals du Centre de cybersécurité de Belgique. On a le grand luxe, là je dirais presque nanananer, d'avoir justement le CCB qui a ce cadre, en plus, comme je suis hollandais, gratuit, donc j'ai une affinité produit, pour nous amener à ce niveau. Ce n'est pas un exercice que vous allez faire en une nuit, hein, et c'est un chemin continu. Et comme je dis, on fait de la compliance through security, not security through compliance. Ça veut dire que même si on arrive à cocher tout, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste cocher sans penser pourquoi est-ce qu'on est en train de cocher, si on coche tout, on n'est toujours pas sécurisé pour le futur. Parce que la loi, elle ne va jamais être au niveau des nouvelles technologies et tout ça. Donc il faut aller dans une mentalité de sécurité. C'est un changement vraiment de mentalité et pas seulement de code légal. Donc voilà, c'est le chemin qu'on est en train de faire maintenant. On a fait des timelines. Donc ça, c'est l'implémentation qu'on a eue jusqu'à présent. Il fallait s'enregistrer comme entité au niveau comparé au risque. Par exemple, Essential pour le 18 mars. Donc il y a beaucoup d'entités qui sont inscrites. Parce qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre, on a une obligation, c'est pas encore à être au niveau de sécurité. Par contre, on est obligé à donner les alertes importantes. Si en Belgique, on a une cyberattaque conséquente, il y a très grande chance que cette attaque va aussi se propager aux Pays-Bas, en France, en Suisse ou n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'on a la collection des informations sur ces attaques au niveau de l'Europe, et c'est diffusé dans toute l'Europe. Ça veut dire que les vecteurs d'attaque que nous, on va voir, si on est les premiers, vont être partagés avec tout le monde. Donc on a tous, et aussi dans les pays où le NIS 2 n'est pas encore d'application, cette obligation d'information. Donc voilà le plan d'action. On va d'abord aller au niveau basique. Le niveau basique, c'est vraiment le niveau basique. Ça veut dire, on parle de la double authentification aux accès des systèmes, que pas tout le monde a un compte administrateur, par exemple. Donc, on est dans les choses de base. Par contre, dans la pratique, on voit toujours ou assez souvent, que les décisions prises par les comités de direction ne sont pas alignées avec le besoin. Hein, les investissements IT, souvent, les comités de direction ne comprennent pas pourquoi on a besoin encore du fric pour introduire un système. Mais ça veut dire qu'ils acceptent le risque. Mais donc, pour la maturité, on va essayer d'aller de Basic, Important, Essential.
Pour chaque niveau, on a aussi le CCB, pas on, sinon je devrais bosser, mais le CCB nous a fait de la bonne documentation qui nous aide à monter à ces différents niveaux. Donc, de quoi est-ce qu'on parle au niveau NIS 2? C'est tout simple. Il y a plusieurs aspects qui sont très, très importants. Un, j'ai déjà parlé du risque. On n'a pas tous les mêmes risques. Qu'est-ce qui se passe si un bureau qui fait que de la statistique et il n'y a pas de données personnelles, pas d'impact RGPD et tout ça se fait hacker? Il se peut que pendant 2 semaines, il n'y a vraiment personne qui va être affecté. On regarde par exemple un hôpital comme il y a 1 an et demi, 2 ans à l'Essonne, près de Paris. Là, les impacts sont très très sérieux. Ça peut aller sur des impacts sur la vie. Donc le risque pour chaque entité est différente. Ce qui est très très important et je crois aussi très bien qui a été mis dans le NIS 2, c'est la partie supply chain. Votre constellation de chaîne d'approvisionnement. En général, on n'est jamais tout à fait devant ou derrière dans une chaîne d'approvisionnement. On est souvent quelque part plutôt devant, derrière ou au milieu, mais on livre des services, on a des contacts avec des autres et tout ça. Et selon le NIS 2, toute cette chaîne doit être protégée au même niveau que vous. Donc vous avez le droit de faire auditer vos partenaires dans la chaîne, dans la supply chain, pour voir s'ils sont effectivement au même niveau que vous. Parce que beaucoup d'attaques de supply chain sont à la base des vraies grandes attaques. C'est dans cette chaîne d'approvisionnement le maillon faible qui va être attaqué et c'est par là qu'ils vont monter dans votre environnement que vous pensez être sécurisé. Donc, ayez un contrat sur la supply chain. Ça semble très très facile. Je crois que c'est quelque chose on n'aboutira jamais. Déjà, je vous mets à défi d'avoir les ressources pour vous soutenir là-dedans. Et 2, c'est tellement des écosystèmes et complexes, mais aussi qui bougent. Donc on est vraiment dans une matrice 3D qui bouge. Par contre, c'est votre devoir d'essayer au mieux d'avoir un contrôle sur cette supply chain. Si vous vous faites attaquer et l'ANSSI passe ou un autre service d'audit passe et voit que vous n'avez pas investi là-dedans, c'est là où le directeur général va vraiment être à risque. Bon, il y a la partie Human Resources Security. Un petit point, j'ai quelques collègues belges, ils savent que je suis fanatique là-dessus. Quand on parle en sécurité, la base de la sécurité se trouve aux ressources humaines, pas à l'IT. Pourquoi les ressources humaines? C'est eux qui ont une vue sur les gens qui entrent dans une entreprise, qui changent de fonction et qui partent. Maintenant, je sais, vous avez tout sous contrôle. Par contre, il y a des entreprises où je mettrai l'entreprise, le RH, à défi de voir qu'une personne qui change de fonction, on lui coupe ses anciens accès. Sans qu'il y ait une bonne raison de dire peut-être c'est un backup ou quoi que ce soit. Donc là, on est déjà dans le mover, on a une grande vulnérabilité administrative, on n'est même pas dans les systèmes. Hein. Et ensuite, les gens qui partent, j'aimerais bien voir tous les gens qui mettraient leurs mains au feu pour dire nous, quand ils partent, tout est coupé. Je veux voir les mains? Non, au feu, très bien. Merci. Il y a des entreprises où ça marche, la plupart, ça ne marche pas. J'ai travaillé comme CISO, donc RSSI, dans des hôpitaux publics. L'hierarchie dans un hôpital public, juste entre nous, hein, ça ne s'ébruite pas. Il y a le professeur, ensuite il y a Dieu, ensuite il y a Jésus, il y a le médecin, il y a le reste. Hein. Donc si le professeur décide de mettre un système que lui, il a acheté sur le réseau, en pratique, ce n'est pas toujours facile de dire non. Et ça donne une vulnérabilité. Donc, il faut toujours le support de la direction générale. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver pour aller au niveau de sécurité NIS 2. Donc, ce joiner mover lever, très important.
Mais la gestion des exceptions est importante aussi. Ce qu'on essaie d'embier au niveau du fédéral, c'est d'avoir joiner, mover, lever, et la gestion des exceptions, comme par exemple les consultants. Consultant, souvent dans les systèmes, c'est vu comme un PO, purchase order, mais pas comme une personne avec une tête et des bras qui peut soit servir à sécuriser, soit qui ait un accès ou qui crée une vulnérabilité dans notre écosystème. Donc, très important, regardez vos ressources humaines. Vous allez voir avec les ressources humaines qu'il y a deux petits problèmes. Un, ils ne sont pas conscients de leur importance dans la chaîne, parce qu'ils sont prêts à recruter des gens, virer des gens avec tout ça, mais la relation, la sécurité est très loin. Et deux, même s'ils sont conscients, le reste de l'organisation n'est pas conscient de leur importance. Donc, gardez en tête, il y a le business qui demande aux RH, les RH qui informent l'IT. Je ne sais pas si les gens de l'IT, j'espère pas, parce que je vais dire encore quelque chose de très controversé. L'IT, c'est les plombiers. Ils vont faire qu'il y a la plomberie qui va partout, qu'on puisse ouvrir, éteindre et l'envoyer aux bonnes personnes et qu'il n'y ait pas de fuite. Mais le contenu de ce qui se passe dans toute votre plomberie, ce n'est pas la responsabilité de l'IT. C'est business ou RH. Donc, gardez ça en tête quand vous pensez au NIS 2. Le reste, c'est bon, il y a l'authentification multifacteur, l'hygiène de l'information. Si jamais vous allez expliquer le NIS 2 dans vos entreprises, parlez-en au comité de direction, mais pas au reste de l'organisation. Ce n'est pas leur problème. C'est du accountability au niveau le plus haut de l'organisation. Ça veut dire, voilà les conséquences si vous ne faites pas la sécurité. Au reste de l'organisation, vous allez parler de, OK, si tu veux bien te sécuriser, utilise un VPN, etc., etc. C'est juste l'hygiène de l'information. Fais tes backups, fais tes mises à jour. Et lié, petit conseil personnel, toujours le cadre professionnel à leur situation personnelle. La meilleure manière d'avoir l'hygiène de l'information, si le soir, ils viennent à la maison et disent à leur conjoint, conjointe ou aux enfants, tiens, j'ai appris ça et ça, si jamais tu veux aller sur l'Internet au McDo, utilise un VPN parce que sinon tout le monde va voir toutes les informations. Bon, je pars un peu du NIS 2, mais on est toujours dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Là, je reviens au niveau basique du Siphon, Cyber Fundamentals. On a une liste de 13, ce qu'on appelle les Key Measures. C'est la base de ce qu'on doit faire. Les Key Measures existent aussi pour le niveau Important et Essential. Il y en a 8. Bon, si on veut tout déployer, il y en a beaucoup plus, mais si vous avez déjà ça sous contrôle, vous allez déjà être sécurisé. Si en France ou en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, tout le monde fait ça, on serait les pays les plus sécurisés du monde. Mais on n'a pas toujours fait les investissements. Tout ça est aussi dans les petits livres NIS 2, hein, aussi bien en français, en anglais, etc. Donc, et vous allez le trouver sur le site du CCB, gratuit à télécharger, etc. Donc, c'est bien de prendre des photos, avec grand plaisir, mais toute cette documentation est à disposition. Donc, je retourne à ce que je disais sur le NIS 2. Très important, c'est une approche risque. Donc, vous devez connaître les risques de votre environnement. En fait, le NIS 2, je vais vous le raconter en 2 phrases. Mais si j'avais commencé avec ça dans la présentation, j'aurais 28 minutes pour essayer de chanter des chansons. 2 trucs à se retenir. NIS 2. 1, accountability. Et enfin, là où ça doit être, c'est au niveau du comité de direction. Et 2, comme c'est marqué ici, on est forcé à faire ce qu'on aurait déjà dû faire. D'accord? Ça veut dire que c'est pas de la science nucléaire. Hein. C'est la sécurité comme il faut. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le lien avec le cadre de l'industrie, c'est que beaucoup est concentré sur l'IT. Dans l'industrie, on a aussi beaucoup à faire avec de l'OT, donc Operational Technology. Les protections des data centers, c'est de l'OT, sur la partie détection de feu
ou suppression de feu. L'OT, vous l'avez dans l'industrie partout. Et s'il y a juste de l'OT, c'est bon. Parce que ça marche, il y a des updates, il y a des gens qui viennent avec des disquettes 1.4 mégas de ma génération. C'est lent, ça marche. Et il y a un petit souci, c'est que de plus en plus de systèmes OT sont connectés à de l'IT. Et les systèmes OT n'ont pas été développés avec la sécurité en tête. Pourquoi ? Parce que de manière générale, ils étaient déconnectés. Et maintenant, vous avez des systèmes qui seront donc sur votre réseau où il n'y a pas, comme on dit en anglais, security by design. Donc, on n'a pas pensé à la sécurité parce que, bon, la machine doit tourner, elle doit tourner 24/7 toute l'année. Mais c'est des vulnérabilités qui rentrent dans votre système. Ou des vulnérabilités à travers lesquelles, moi, je peux rentrer dans votre système. Donc, dans toute l'analyse de risque et quand vous regardez votre architecture, prenez en compte. Parce qu'il y a eu des attaques, par exemple, sur l'OT. Je ne sais pas, ceux qui connaissent Stuxnet, on pensait que c'était un air-gapped system, mais on vient avec une clé USB, on arrive à faire tourner à d'autres vitesses tout le système de génération d'uranium en Iran. Donc ça, c'est une attaque sur l'OT, à travers des moyens IT. Donc pour ceux qui sont dans l'industrie, pensez-y. Et pour ceux qui ne sont pas dans l'industrie, pensez-y aussi. Comme je disais, le système de détection et de suppression de feu dans votre data center, c'est de l'OT. Si vous ne le protégez pas, ça sera pas mal pour faire cramer votre data center. Et avec le changement géopolitique, on voit effectivement de plus en plus d'attaques qui sont plus seulement criminelles, mais c'est des réseaux criminels qui sont utilisés par des États, des acteurs d'État. Et donc le but des acteurs d'État est quand même un peu différent que juste de se faire de l'argent. Donc votre système OT et IT sont en risque. Donc, comme je disais, NIS 2, ce n'est pas de l'IT, ce n'est pas le problème de l'IT, c'est le problème du directeur général. L'accountability, très important, c'est la coopération. C'est pour ça qu'on partage ça aussi avec vous, que la documentation va être partagée avec vous, parce qu'on va tous devoir s'entraider. Sinon, on est foutu. Hein. C'est vite vu. Vous croyez que l'opposition ou les acteurs d'État ou les cybercriminels s'intéressent à votre architecture, quand est-ce qu'on peut le remplacer, dans quelle année, quel contrat signé, avec qui? Ils s'en foutent, hein. Ils vont sur les points les plus sensibles de votre écosystème. Ils sont rapides. Une petite parenthèse, regardez aussi la partie gender dans vos équipes. Ce que je veux dire par là, et ça va à l'encontre de certains pays du sud de l'Amérique du Nord, très important d'avoir des équipes diversifiées. Pourquoi ? Et c'est pas parce qu'on doit être égalitaire ou quoi que ce soit. C'est un business requirement parce que, pour me protéger dans le cadre du NIS 2, admettons que 30% des attaquants sur mon réseau sont des femmes. Moi, j'ai 60 ans. Comprendre les femmes, c'est un peu difficile. Désolé. Les femmes ont une autre manière de penser. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir le risque de ne pas couvrir 30% de sa surface d'attaque parce qu'on est juste dans une manière de penser? Non, hein. Il faut vraiment commencer à diversifier si on veut pouvoir adresser les risques et la manière de penser de l'attaquant. Donc on n'est pas dans oui, on est bisounours et tout ça. Non, c'est business requirement. Donc diversifier les personnes. Bon, il faudra les trouver. Il faudra pouvoir penser hors des cadres pour recruter les gens. Si on cherche, comme tout le monde, quelqu'un qui a 25 ans en âge, qui a 30 ans d'expérience, qui a 8 langues, qui a 3 PhD et qui veut le faire à 1200 bruts par mois, je ne pense pas qu'on va y arriver. Ou une personne qui a 30 ans d'expérience en Windows 11, ça va devenir difficile aussi. Mais c'est le genre d'exagération, oui, mais le genre de profil qu'on voit. Donc essayez de regarder pour des profils qui vous aident à penser hors du cadre.
Et je ne sais pas si j'avais parlé de la coopération. Donc, coopérer, coopérer, coopérer. Partager. Nous, on a les ciseaux, on est membre du club du Cézanne, où on interagit avec des partenaires d'autres pays. Vraiment, si vous pensez que vous pouvez le faire tout seul, vous êtes foutu. Voilà la conclusion de ce que je voulais dire sur le Nice 2, sans aller pleurer sur notre sort, parce que je crois que pour tout le monde, on a enfin un bon outil pour mettre la pression au bon niveau, le comité de direction, pour faire les bons investissements, aussi bien dans le recrutement, les profils, penser hors du cadre, et les investissements techniques qu'on doit faire. Et faites bien vos backups. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Sur un de vos slides, bonjour, Estelle Jourdain d'EDF, en charge de Nice 2. Sur un de vos slides, vous précisez en fait une sorte de... Je vais juste aller en arrière, vous me dites stop. Voilà. C'est celui-là. Vous présentez 3 niveaux de Cyber Fundamental Essential Important and Basic et vous mettez à côté l'ISO 27001. Voilà. Concrètement, est-ce que vous avez eu une confirmation de la correspondance entre les exigences de Nice 2 et ce qui est présenté dans l'ISO 27001 ? En France, ça nous intéresse. Excellente question. Et vous me faites passer un petit moment. Oups, j'ai effectivement oublié de dire. Donc, en Belgique, selon la loi, on peut être soit conforme Siphon, soit ISO 27001. Si on a la certification 27001, on est conforme aussi. Sauf que ça veut dire que tous les processus dans votre organisation doivent être certifiés. Donc, pas juste une partie. Le Cyber Fundamentals fait le mapping entre le 27001, le NIST et différents autres frameworks. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une deuxième question. La certification, vous la faites à la maille des briques applicatives les plus critiques. Vous travaillez sur les processus métiers. Sur les processus métiers, mais en se focalisant en première instance sur les parties les plus critiques. Effectivement, dans l'esprit de la loi, on va protéger... Et vous descendez, j'imagine, jusqu'au flux pour la partie supervision. Vous supervisez également les flux les plus critiques pour l'entreprise. Tout à fait, mais le timeline pour ça est plutôt ambitieux et la seule chose que je dirais là-dessus, c'est un processus continu parce que pour aller tellement profond dans la vie actuelle, ça va être très très difficile en pratique et déjà détecter ce qui est la partie critique, même pour beaucoup de personnes au niveau du comité de direction, c'est pas toujours aussi évident. Pour avoir travaillé sur Nice 1 et être sur Nice 2, la difficulté, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'on avait des critères d'exclusion dans Nice 2 et surtout la définition des systèmes d'information essentiels qui a été effectivement ôtée de Nice 2 pour avoir une approche globale à l'ensemble des SI. Et notre complexité aujourd'hui, c'est vraiment de réussir le passage à l'échelle avec des délais qui sont extrêmement réduits. Voilà. D'où ma question. Et effectivement, les délais sont plutôt ce qu'on dit challenging. Par contre, je crois que c'est important aussi de montrer ce qu'on fait. Et on ne peut pas tout investir et tout fermer en une fois. Hein. Il y a des investissements qu'on va faire cette année, l'année prochaine, etc. Mais s'il y a une feuille de route, une bonne compréhension du risque, même si on se fait attaquer sur quelque chose qui n'a pas encore été protégé, on peut au moins montrer qu'on est de bonne foi et qu'on essaie de le faire. Après, bon, il faut montrer aussi comment on le fait. Mais on ne va jamais être à l'abri de maintenant, on doit être protégé à 100%. Donc oui, et c'est pour ça que je pense que même si on arrive à cocher d'une manière administrative toutes les protections, on ne sera pas conforme à la sécurité qu'on devrait avoir, parce que ça, c'est un chemin continu.